Il se rend compte évidemment que les mages sont plutôt retournés sans passer le voir. Il va en concevoir une grande amertume et il va donc décider. Pour la galette, il faut, je crois, faire de la pâte avec les doigts. Pour la galette, il faut, je crois, faire de la pâte avec les doigts. Allez, coule, 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 la farine, le sucre en poudre. Pour réussir la galette, il faut suivre la recette. Chers amis, bonsoir et bienvenue dans notre podcast, dans notre nouvel épisode de podcast. Et vous venez d'entendre chanter une très belle recette pour la préparation de la galette des rois. Et donc, je remercie mon amie Sophie Martin Autin-Guiraud et Zab, qui sont toutes les deux autrices, compositrices, interprètes. Et il y a leurs coordonnées dans les descriptions des épisodes. Merci beaucoup les filles, c'est vraiment super. Euh, Guy, bonsoir. Bonsoir Claude. Alors ce soir, Guy, tu nous conférences sur la galette des rois et d'autres choses qui touchent l'épiphanie et la galette des rois, je crois. Mais disons que c'est plutôt sur l'épiphanie au sens très général. On parlera bien sûr de la galette des rois. Et alors on abordera également un événement extrêmement important du folklore belge local, à savoir le lundi par juré qui se fête Oui. essentiellement dans la belle ville de Tournai. Voilà, ou journée perdue, j'ai vu Ou ça. le lundi perdu. Ou le Ou le lundi lundi perdu, perdu. ça s'appelle, disons, diversement, soit l'un, soit l'autre, mais les deux sont valables, évidemment. Oui, 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 tout à Ou fait. le lundi perdu, effectivement. Ouais, ouais. Je te laisse continuer, Guy. Eh bien, nous allons commencer par parler de l'épiphanie, puisque c'est quand même le point central duquel découle tout le reste, hein. Oui, Alors, l'épiphanie, c'est au départ une fête chrétienne, mais qui a, comme vous vous en doutez bien, des origines qui sont beaucoup, beaucoup plus anciennes. Alors, parlons un petit peu de la fête chrétienne en tant que telle. L'épiphanie, qu'on appelle aussi quelquefois, surtout par exemple pour les orthodoxes, une théophanie. Alors la différence, c'est qu'une théophanie, c'est la manifestation de Dieu. Alors vous allez comprendre pourquoi. Donc l'épiphanie, en fait, elle relate, elle raconte, je dirais, et elle célèbre en fait la venue des rois mages, de ceux qu'on appellera plus tard les rois mages, à l'enfant Jésus. Alors quand on construit une petite crèche, hein, quand on en fait encore dans certaines maisons, on a bien entendu l'enfant Jésus, on a la Vierge, sa maman, on a Saint Joseph, le papa, disons, terrestre du petit Jésus, on a le bœuf et l'âne, et puis on a des bergers avec des moutons. Ça, oui, c'est pour le jour même de la naissance, pour Noël. Alors, quelquefois, on fait l'erreur, c'est d'aller mettre des rois mages dans toute la chose là-bas, alors oui. qu'en fait, les rois mages, ils ne sont pas venus le premier jour, le jour de la naissance. Ils ne sont pas venus à Noël, hein. Ah ben Ils oui, sont venus un peu plus tard. oui, Alors, on ouais. peut évidemment toujours discuter sur la véracité de la chose ou pas. Ce n'est relaté que dans un seul évangile, qui est l'évangile de Saint Matthieu, hein. Vous savez qu'il y a C'est 4 ça. évangiles, Oui, mais il n'y a que Saint Matthieu qui en parle. Alors, il faut savoir également que Saint Matthieu ne parle absolument pas de roi, il parle de mages qui sont plutôt associés à des savants, venus d'Orient, dit-il. Il ne ouais, dit pas combien ils étaient. Ce n'est que plus tard, 2, 3 siècles après la naissance du Christ, que certains exégètes en ont déduit qu'ils étaient trois. Alors on en a déduit qu'ils étaient trois, pourquoi et comment? Mais parce qu'il y a trois présents qui avaient été amenés à l'enfant Jésus et à sa maman. Il y avait de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors les trois cadeaux, si on peut dire, étaient tout un symbole. En fait, l'or, c'était pour la royauté du Christ. L'encens, c'était pour la partie religieuse de sa vie et de sa vocation, c'était la partie sacerdotale. Et alors la myrrhe, c'était pour sa partie terrestre, parce que la myrrhe était une plante qui était utilisée entre autres dans l'embaumement. Donc les trois cadeaux ont un symbole assez fort. Et on en a déduit que si on avait offert ce jour-là trois choses, eh bien c'est qu'il y avait donc oui, trois mages ou trois visiteurs pour les offrir. ouais, Alors on relate bien entendu toujours à cette occasion, et c'est toujours Saint Matthieu qui le fait, on relate évidemment la manière dont ça s'est passé. Donc à un moment donné, ces mages, qui étaient sans doute des astrologues qui venaient
C'est de ça. Perse ou d'Iran, parce que Oui, n'oublions pas, ou d'Iran ou de Mésopotamie, n'oublions pas que les Mésopotamiens, depuis des siècles, étaient déjà extrêmement versés dans l'observation du oui, ciel. oui, Ils étaient capables de déterminer à l'avance quand les éclipses allaient se produire. C'était quand même abs- fameusement, oui, euh, comment on dirait, couillu pour l'époque, hein. oui, oui, ils étaient Euh, très Ils forts. étaient très très forts, hein, bon, pour pouvoir Oui, déterminer donc les éclipses de lune, les éclipses de soleil, pour déterminer le mouvement des étoiles. Alors tout ça, évidemment, c'est parce que la place des dieux de l'époque avait énormément d'importance par rapport au firmament, puisque on attribuait, et c'était le cas pour les Grecs et les Romains aussi, des étoiles à certaines divinités. Donc, hmm, bref, les Mésopotamiens étaient donc des gens qui observaient le ciel, et dit-on, à un moment donné, ils ont vu une étoile qui se déplaçait. Et alors, ils se sont dit que cette étoile devait annoncer quelque chose. Et alors, cette annonce, ben, c'était qu'un personnage important allait venir au monde. Et donc, ils ont décidé de poursuivre cette étoile et d'aller dans la direction qu'elle indiquait. Alors, on a fait toute une série de recherches pour voir qu'est-ce qui avait pu se produire. On parle de conjonction entre, par exemple, Jupiter et Saturne. On parle de conjonction, c'est-à-dire un rapprochement, en fait, hein, dans le oui, ciel entre Saturne et Vénus. On parle d'une comète, mais bon, la comète de Halley, celle que nous connaissons, évidemment, et qui revient périodiquement, hein, bon, c'est à peu près tous les 70 ans, hein, c'est pour dire ça. en gros. J'avais ce chiffre en tête de 70 ans, oui, Oui, c'est à peu près 70 maintenant, oui, bon, à quelques années près, hein. oui, Euh, oui, donc, elle est passée en l'an moins 12, hein, évidemment. Donc, oui, ça nous ferait évidemment une naissance du Christ un petit peu trop, je dirais, trop précoce par rapport à ce qu'on pense, hein. Mais oui, enfin, bon, bref. Donc, ils ont suivi une étoile. L'étoile les a amenés, dit-on, jusqu'à Bethléem, où là, elle s'est arrêtée au-dessus, donc, de l'endroit où le Christ était né. Et alors là, ils sont arrivés, ils ont trouvé non plus les bergers, mais Marie et Joseph et l'enfant et ils y ont, je dirais, ils y ont fait allégeance et ils ont offert donc leur cadeau. Alors, l'histoire raconte également qu'avant de se rendre à Bethléem pour faire l'adoration de l'enfant, ils étaient passés par Jérusalem où se trouvait le roi Hérode. Alors, le roi Hérode, qui est-il à ce moment-là? C'est le roi dit Hérode le Grand, hein, parce qu'il y aura eu il y a un autre roi Hérode par la suite qui est son fils et qui, lui, va s'occuper, je dirais, va être présent lors de la passion du Christ. Hein, parce qu'on dit, tiens, le Christ est allé de Pilate à Hérode, mais ce n'est pas le même roi Hérode. Hein. Le roi Hérode dont on parle ici, c'est le Hérode l'Ancien, Hérode le Grand, qui avait en fait une cour à Jérusalem. Il était un roi, comment dirais-je, toléré par les Romains. Donc, oui, il avait également une autre ville où il siégeait habituellement, mais il avait, dirons-nous, un pied à terre à Jérusalem. Donc, il était à Jérusalem à ce moment-là. Et les mages donc viennent en visite au palais et demandent si le roi Hérode est au courant de quelque chose. Parce qu'en fait, pour eux, pour les mages, c'est la naissance d'un futur roi d'Israël. oui, Alors, le roi Hérode est au courant de cette histoire-là parce que il a aussi des érudits à sa cour et il leur demande un petit peu de l'éclairer. Hein, et effectivement, les érudits vont consulter les textes anciens. Ils vont voir que certains prophètes ont effectivement annoncé la venue d'un roi des Juifs, de quelqu'un qui allait finalement faire la révolution. Et le roi Hérode se dit, bon là là, ça commence à faire chaud pour mes plumes. S'il y a quelqu'un qui vient au monde comme ça, hein, et qui va me renverser ou qui va renverser ma dynastie, ça ne va plus. Pardon. Donc, il va donc envoyer les mages en mission et il va leur demander de ramener l'information après avoir trouvé, bien entendu, qui était le fameux roi des Juifs qui venait de naître et de venir lui dire, tiens, ben voilà, nous l'avons trouvé, il s'appelle comme ceci, il est à tel endroit. Alors, évidemment, les choses sont toujours bien faites dans cette histoire-là. Les mages vont être avertis en songe, un petit peu comme Joseph l'avait été par le Seigneur lui-même ou par un de ses envoyés, par un ange, et qui vont lui dire, enfin, qui vont plutôt leur dire que les intentions du roi Hérode sont plutôt belliqueuses et qu'elles ne sont pas du tout, je dirais, dans l'intention de venir à son tour faire adoration. Donc, enfin, comme dit l'Évangile, les mages décident de rentrer dans leur pays par un autre chemin. Ils ne vont plus repasser par Jérusalem et ils vont s'abstenir de rendre visite de nouveau à Hérode pour l'informer. Alors, le roi Hérode va se rendre compte, évidemment, de cette histoire-là. Il va se rendre compte que il a été berné par les mages, parce que Jérusalem et Bethléem sont deux localités qui sont très proches. Hein. Il y a pas oui, des jours et des jours de voyage entre les deux. Donc, il se rend compte, évidemment, que
les mages sont plutôt retournés sans passer le voir. Il va en concevoir une grande amertume et il va donc décider du fameux massacre des Saints Innocents oui. qu'on commémore le 28 décembre, donc 3 jours Ouais. après la Noël. Mm. Alors, d'un point de vue historique, ce fameux massacre des Saints Innocents, on en a reparlé, on trouve des traces d'un massacre qui a eu lieu en Judée, je dirais au tout début de l'ère chrétienne, ou du moins un petit peu avant l'ère chrétienne. Maintenant, on a fortement exagéré, dans certaines peintures par exemple, hein, on a fortement exagéré le nombre de personnes, enfin d'enfants qui ont pu être massacrés. Euh, Là, on parle parfois de 300 petits bébés. En fait, ce serait plutôt, disons, entre 5 et une vingtaine, parce qu'en réalité, euh, Bethléem n'était pas une grosse bourgade, ce n'était pas une ville Oui, énorme, ce n'était pas une localité importante. Hein. oui. Et paraîtrait-il que même le roi Hérode aurait même fait tuer quelqu'un de sa famille, on dit un de ses fils, pour éviter que Au ce fils en passage. question Oui. ne le renverse un jour. Pourtant, bon, c'est ce qui arrivera. Il aura un de ses fils qui va lui succéder de toute façon. Ouais, ouais. Donc, pour échapper à ce massacre, de nouveau, l'ange du Seigneur va avertir Joseph en disant de prendre la mère et l'enfant et de s'enfuir en Égypte. Et c'est la fameuse fuite en Égypte. Alors, vous verrez quand on reparlera par la suite de la Chandeleur qu'il y a des choses qui se bousculent un petit peu. À Mhm. savoir que nous avons la fuite en Égypte, où, paraît-il, la Sainte Famille va rester jusqu'à ce que le roi Hérode décède, c'est-à-dire 2, 3 ans après. Et d'un autre côté, nous avons la présentation de l'enfant Jésus au temple de Jérusalem, dont nous reparlerons au moment donc de la Chandeleur. Et alors évidemment, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir les deux événements en même temps? On peut avoir à Oui, la fois la fuite en Égypte, ou ben, si on est en Égypte, on n'est plus en Palestine. Et comment peut-on avoir à la fois une présentation de l'enfant au temple et en même temps une fuite en Égypte? Évidemment, bon, ce sont des évangélistes différents qui ont écrit les textes, donc ils ne se contredisent pas. Enfin, ils se contredisent, mais pas au sein du même évangile, en tout cas, voilà. oui, oui. Donc on en reparlera. Alors, au début, on a donc fêté les rois mages qui venaient rendre visite à la Sainte Famille. Mais il faut savoir que ce terme d'épiphanie est un terme beaucoup plus ancien, Mhm. puisque on qualifie par exemple les dieux de l'Olympe, les 12 dieux principaux de l'Olympe, dont Zeus, Minerve, etc. Enfin, tous les dieux et les déesses importants donc, de la religion gréco-latine, on les qualifie également d'épiphanes. Donc ce mot-là est un mot qui est antérieur à la religion catholique. Et Mhm. ça nous ramène aussi au niveau des fêtes, ça nous ramène aussi à toutes ces fêtes dont on a déjà parlé pour la Noël et aux Oui, fameuses Saturnales. Alors, oui. ces fêtes qui étaient extrêmement importantes se trouvaient placé là parce que c'était au moment où les jours commençaient à allonger. Mhm. Et il se fait qu'au moment de l'épiphanie, c'est-à-dire le 6 6 janvier. janvier, Mhm. les jours commencent réellement à Oui, s'allonger. Parce qu'à oui, à Noël et dans les jours qui suivent, c'est à peine si on s'en rend compte. Tandis que là, oui, on a quand même vraiment des jours qui commencent à rallonger. oui. Et on fêtait déjà tout cela dans la romantique, en fait. Hein. Mhm. Donc, dans la romantique, j'en ai déjà parlé pour la Noël. On faisait de grandes fêtes et il se fait que on avait toute une série de rituels, de sacrifices, y compris par exemple le fait de sacrifices humains à une certaine époque, où on désignait quelqu'un qui allait être le roi, je dirais, de la journée, et puis on le mettait éventuellement à mort ou rituellement à mort. Parce que bon, Oui. si ça a eu lieu, ça n'a pas eu lieu, je dirais de manière massive et des dizaines de fois. C'était Mhm. plus symbolique. Et on retrouve le symbolisme de cette mise à mort dans notre façon, nous autres, de brûler le bonhomme hiver. Voyez, Oui. le fait Oui, qu'on oui. brûle le bonhomme hiver encore actuellement chez nous est une survivance de ce rituel d'une mise à mort, je dirais, qui était censée éloigner l'hiver et éloigner la nuit et Oui. éloigner je dirais Les ténèbres. la noirceur. Voyez, Oui. donc il y a comme ça toute une série de choses qui Oui. restent dans notre folklore et qui remonte à l'Antiquité gréco-romaine, en tout cas romaine pour nous, et qu'on ne soupçonnerait même pas. Alors, à ce Mhm. moment-là, qu'est-ce qu'on faisait? On offrait de toute façon déjà donc des galettes, des pâtisseries, et on changeait les rôles des gens dans la société. Il y avait un tirage au sort, et généralement le tirage au sort favorisait les esclaves au sein d'une même maisonnée. Et ce jour-là, comme j'en avais déjà parlé Oui. antérieurement, ce Oui. jour-là, les esclaves
pouvait s'habiller avec tous les vêtements des maîtres, des personnes pour lesquelles il travaillait et desquelles il dépendait, et il pouvait les commander uniquement un jour, évidemment, hein. Et on inversait vraiment les rôles. Et nous avons cette survivance-là dans notre tirage au sort au travers de la fève de la part de la galette des rois, où on désigne un roi, une reine, et qui lui-même va désigner toute une série de personnages secondaires, Oui, et on va changer les codes de la société pendant une journée. Hein, oui. donc tout ça, ce sont des choses qui remontent Mhm. à l'Antiquité romaine pour la partie occidentale de l'Europe. Alors, Mhm. l'épiphanie, elle est fêtée et elle est même parfois un jour férié. Alors, elle n'est pas un jour férié à ma connaissance, ni en Belgique ni en France, mais par contre, c'est Non. un jour férié en Suède et en Espagne, où là, on a carrément un jour de congé. Alors, Oui. comme l'épiphanie tombe toujours officiellement Mhm. le 6 janvier, l'Église a décidé qu'on la fêtait en réalité le premier dimanche qui suit le 1er janvier. Donc ça Oui. peut tomber en gros entre le 7 et le 8 janvier pour dire quelque chose. Hein, c'est la date qui a été décidée depuis 1971 par l'Église. Donc, mais c'était déjà le cas en France, hein. La France fêtait Oui. déjà de cette manière-là, mais c'est devenu officiel. En tout cas, l'Église l'a officialisé pour tous les pays qui n'ont pas de jour férié ce jour-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? Bon, c'est un dimanche et on va donc fêter les rois. Alors, on fête les rois de quelle manière? Eh bien, on fête les rois en désignant un roi dans l'assemblée avec laquelle on se trouve. Alors, ça peut être soit un repas familial où seule la proche famille est invitée, mais ça peut être, comme je vais en reparler un petit peu plus tard, un repas où on invite plein de gens de l'extérieur et on fait ça, je dirais, en grande pompe et en très en très grand nombre, en très grand Oui. aéropage, hein. Oui, c'est une vraie grande fête. C'est vraiment une grande fête, hein. Oui. Alors, donc, on fait soit comme dessert une galette, qui est la galette des rois, généralement à la frangipane, mais maintenant on en trouve de plus en plus à toutes sortes de choses. On Oui, trouve crème des de galettes des rois marron. qui ne sont pas seulement aux amandes, mais Oui. qui sont pistaches et cerises, à la crème pâtissière. Enfin, on en trouve à toutes Oui. les. Oui. J'ai vu chez un pâtissier où je me suis rendu une galette des rois qui était avec des pommes, des raisins et du rhum, tout en ayant Oui. des amandes aussi. Donc, il y a maintenant toute une série de choses qui se font. Et alors, j'avais entendu une émission radio culinaire le samedi et a été invité un pâtissier qui, comme par hasard, exerçait à une dizaine de kilomètres de là où j'habite. Ah. Et alors, là, je dirais, le présentateur et la présentatrice de l'émission s'exclamaient de la galette des rois, évidemment, parce qu'elle n'avait pas de rebord. Hein, on sait que quand on fait une galette des rois, à la partie extérieure de la galette, on a de la pâte feuilletée, mais sans garniture, puisque on a dû souder les deux abaisses, la baisse inférieure et la baisse supérieure, et que la partie frangipane, qui est la plus agréable à manger, se trouve un peu en retrait de quelques centimètres par rapport au bord. Eh bien, ce pâtissier-là a, je dirais, créé, si je peux dire, une galette des rois où il n'y a pas de rebord, en fait. La Mhm. frangipane va jusqu'au bout donc de la galette des rois. Alors, il n'en fallait pas plus pour attiser ma curiosité et voir comment on faisait cette galette. Évidemment. Donc, je suis allé l'après-midi euh, jusqu'à l'endroit donc où il exerce. Et alors, j'arrive dans la boutique, une très belle boutique d'ailleurs, hein, c'est le long d'une chaussée principale, mais la boutique est vraiment, comment dirais-je, un, un- un magasin avec des choses très raffinées, et très, je dirais très, très belles, très pointues, des petits gâteaux, etc. Et je ne vois plus aucune galette. Et puis la demoiselle me dit, mais non, elles sont toutes là, rangées sur le chariot. Vous voulez une 4 ou une 6 personnes? Je dis, je vais prendre une 6 personnes, évidemment, hein. Donc, c'était pas donné, il faut reconnaître. Donc, j'ai Mhm. acheté une galette. Et puis, comme j'allais chez une amie le soir, nous avons dégusté la galette, qui était au demeurant très bonne. Je dois reconnaître que la galette des rois, je n'en suis pas un tout grand fan. Non pas que je n'aime pas les amandes, mais je trouve souvent les galettes des rois relativement sèches. Oui. Et là, Ah c'était ouais. une galette des rois très moelleuse. J'ai eu l'impression, pour dire comme je pense, que la frangipane qu'il utilisait était un mélange entre ce que j'appellerais de la frangipane traditionnelle et presque une pâte à gâteau. Hein, Ah c'était oui. très moelleux, c'était très léger, un peu Mhm. comme si dans la frangipane, il avait ajouté de la génoise crue, hein, et puis bon, ben, qu'il avait cuit l'ensemble. Donc c'était très aérien, comme ça, très léger. Alors j'ai évidemment vu comment il faisait. Et
la manière, la technique qu'il a utilisée pour fermer, pour emballer la galette des rois, je l'ai regardé évidemment à la coupe, hein, on le voit très bien. Mhm. C'était l'idée que je m'étais faite de la manière dont il avait dû procéder, bien entendu. D'accord. Donc voilà, pour ma galette des rois. Alors, Bon, il faut savoir que la galette des rois, telle que nous la connaissons, est un symbole solaire également. Pourquoi? oui, Parce que c'est rond, c'est doré, euh, et ça remonte de nouveau à l'Antiquité. C'est le soleil qui gagne sur la nuit, qui devient, je dirais, qui passe de plus en plus de temps à réchauffer la terre. Enfin voilà. Et puis, donc, dans la partie nord de la France, c'est-à-dire en gros les deux tiers de la France, la Belgique, euh, et les pays du Nord, on va plutôt offrir une galette des rois à l'occasion de l'Épiphanie. Par contre, dans la partie méridionale de la France, on va plutôt faire ce qu'on appelle un gâteau des rois. Je ne sais pas oui, si vous êtes au courant. C'est en oui, fait un gâteau en forme de couronne, hein, oui, donc il est cuit dans un moule, genre moule à baba au rhum, hein, donc un moule couronne. Il est parfumé très souvent à l'eau de fleur d'oranger. Il mhm, est parfois fourré et il est surtout garni de fruits confits. Alors on oui, retrouve comme ça des textes avec des traces, hein, où on se rend compte qu'au Moyen Âge, un certain confiseur, parce que ça remonte à l'époque où les papes se trouvaient en Avignon, hein. Donc oui, on se rend compte que les papes eux-mêmes ont désigné un confiseur d'Apt, hein, la fameuse ville oui, oui, du midi du Vaucluse, qui est la absolument. capitale mondiale du fruit confit, Oui, et qui ont désigné donc un certain confiseur de la ville pour fournir les fruits confits pour réaliser donc les gâteaux en question. Et alors, cette fois-là, on n'a plus le symbole du soleil, on n'a plus le symbole, je dirais, de la lumière qui revient, on a plutôt le symbole de la couronne des rois, hein, parce qu'en oui, fait, le oui, gâteau est en forme de couronne, et alors il y a toute une série de fruits confits, rouge, jaune, vert avec l'angélique, jaune avec le citron ou le cédrat, orange avec les oranges, rouge avec les cerises, et on a comme ça toute une série de fruits confits qui vont orner cette couronne, ainsi que du sucre, du gros sucre cristallisé ou du sucre perlé fin, hein, mhm, qui sont mis mhm, sur le côté. Et alors on mhm. retrouve cette tradition dans d'autres pays comme par exemple en Espagne, hein, Oui, et on retrouve aussi ce gâteau avec des fruits confits qui est servi uniquement au moment donc de l'épiphanie. Alors que ce soit le gâteau ou que ce soit la frangipane, la galette, il y a chaque fois une fève qui est cachée, hein. Alors la oui, tradition de la fève en porcelaine, ça remonte à la deuxième partie du 19e siècle en France, tout simplement, hein. mhm, Anciennement, c'était une véritable fève, donc vraiment un légume sec, hein, qui était mis. Et puis après, on a mis donc une petite fève, qu'on appelle toujours fève, mais qui n'en est plus une, en porcelaine, avec toute une série de merchandising qui est fait autour de ça, parce que vous avez des personnages de Disney, vous avez Astérix, vous tout avez plein de n'importe choses. quel thème, hein, Oui, je oui, dirais des oui, joueurs oui, de football, enfin que sais-je, et oui, puis il y a une oui, 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 collectionnite aiguë qui s'empare de la chose, ou absolument. il y a des collections entières de gens qui essaient d'avoir, je dirais, les fèves de l'année. Alors c'est à qui va sortir la fève la plus originale, ou la collection la plus originale, et ne pas oublier non plus, ça a été le cas en France, mais ça a été le cas en Belgique aussi. Certains pâtissiers essaient d'attirer une clientèle en mettant des lingots d'or, hein. Quand on dit des Ou- lingots, ce n'est pas un lingot d'un kilo ni de 100 grammes, on est bien d'accord. Oui, J'ai vu à la télévision en France que c'était un lingot d'une valeur de 250 euros. Et en Belgique, j'ai appris que c'était un lingot d'une valeur de 500 euros qui était mis ah dans oui, une des frangipanes. Voilà. Oui. ah oui, Donc, ah ben oui, forcément, la clientèle est décuplée. Plein de gens viennent évidemment. à la pâtisserie concernée en se disant, tiens, J'en veux, j'en veux, j'en veux, si j'en c'est à moi veux. si c'est à moi que ça échoue, hein, c'est très bien. Alors, il y a deux solutions, parce que ça se fait de manière récurrente d'année en année, hein, cette histoire de lingot. Mhm. Oui, Alors, bon, oui, on dit que le lingot vaut 500 euros, d'accord, mais il ne vaut 500 euros que si je le revends, évidemment, hein. bien sûr. Donc, soit on garde le lingot et puis on l'a comme souvenir et on le met dans une vitrine et on a 500 euros ou 250 euros dans sa vitrine, soit on le ramène à la boulangerie qui vous le rachète, qui vous le reprend pour, je dirais, pour la valeur qu'on lui attribue et voilà, tout simplement, Ouais, ouais. hein. Très bien. Alors voilà, donc ça c'est pour ce qui concerne la galette des rois et le gâteau des rois. Alors à signaler également qu'il y a, mais ça ne tombe pas, j'ai vérifié parce que euh, ça ne tombe pas forcément au moment de l'épiphanie, il y a en Allemagne une spécialité qui s'appelle le Frankfurter Kranz.
Alors, c'est un gâteau en forme de couronne également, qui est un gâteau à base de génoise qu'on garnit avec à la fois de la crème au beurre ou de la crème fraîche et de la confiture de fruits rouges, qui est recouvert donc de crème au beurre également ou de chantilly, qui est masqué avec des amandes effilées grillées ou de la brésilienne, c'est-à-dire des brisures de noisettes caramélisées, et avec des rosaces sur lesquelles on remet au-dessus des fruits confits également. Ah Alors, oui, d'où ça vient cette histoire-là? Ça vient du fait qu'à un moment donné, Francfort était la ville du sacre des empereurs du Saint-Empire romain germanique. Au oui. départ, c'était Aix-la-Chapelle, hein, qui se Mhm. trouve à un jet de pierre à 5 kilomètres de la frontière belge. C'est là que Charlemagne avait établi sa capitale. Oui, Charlemagne qui fut, on va dire, le premier véritable empereur du Saint-Empire romain germanique. ouais. Et par la suite, la capitale s'est déplacée à Francfort, et Francfort fut la ville du couronnement des empereurs, donc du Mhm. Saint-Empire. Et en souvenir du couronnement impérial, eh bien, les pâtissiers de la ville plutôt ont créé ce gâteau en forme de couronne avec des pierres précieuses sous forme de fruits confits qui décorent le gâteau. D'accord, d'accord. Donc Ok. voilà pour ce qui concerne l'épiphanie et la fête des rois de laquelle on peut parler. Maintenant, l'épiphanie, elle va donner lieu en Belgique, dans le nord de la France, entre autres, paraît-il, dans des villes comme Lille, comme Douai, Oui, mais c'est ce que j'ai également à vu. Anvers. Elle va Oui, donner lieu à, je dirais, comment dirais-je, des festivités particulières qui oui, n'ont pas lieu le dimanche, mais qui ont lieu le lundi. oui. Alors, le lundi, pourquoi? Ben parce que le lundi, c'est un jour de la semaine, c'est un jour travaillé. Or, quand on doit s'amuser, autant le faire un jour, je dirais, en le prenant sur un jour de travail, finalement. Et on appelait Mhm. ça le lundi perdu parce que, à une époque, lorsqu'on festoyait ce jour-là, on n'était pas payé. On n'était payé que lorsqu'on travaillait. Or, dans une ville comme Tournai, alors maintenant ça a peut-être un petit peu changé, mais à une époque, on donnait congé au personnel, que ce soit le personnel de la ville, que ce soit les écoles, etc. Mais on était quand même payé. Donc, évidemment, ce n'était plus autant perdu. Oui, Alors, on l'appelle également le lundi par juré. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. Et la première raison, elle va plutôt s'attacher aux événements, je dirais, décrits par le Nouveau Testament, à savoir que les rois mages, après être allés rendre visite à l'enfant Jésus, ne sont pas retournés par Jérusalem pour avertir le roi Hérode de là où se trouvait l'enfant. Donc, ils ont parjuré. En fait, c'est ils un avaient promis parjure. quelque chose Oui, et oui, ils n'ont pas réalisé ce qu'ils avaient donc promis. oui. Mhm. Hein. Et alors, une autre explication daterait plutôt du Moyen Âge, où, à l'occasion de ce lundi parjuré, on était censé, je dirais, faire ce qu'on appellerait de la délation pour que la justice soit rendue. Ah À oui, savoir, oui, voilà. Donc, à savoir qu'on aurait, je dirais, instauré ces jours-là, ou ce jour-là en tout cas, un tribunal public où les personnes qui avaient des griefs à l'encontre d'autres personnes et qui jusque-là n'avaient pas obtenu satisfaction d'un point de vue judiciaire pouvaient en témoigner publiquement et oui. pouvaient donc, je dirais, faire une forme, je ne veux pas dire de délation, mais d'accusation publique. Hein, et que cette appellation de parjure serait due à cette manifestation-là. Donc on peut soit prendre cette option, soit prendre, garder l'option, disons, de la Bible pour expliquer ça. Alors, à Tournai, évidemment, ça ne se fait pas, ça ne s'improvise pas. C'est très codifié. Il y a un menu particulier. Alors, Voilà. et le menu particulier s'explique de la manière suivante, parce que toi as une raison. Oui, On considère même à Tournai qu'il s'agit en réalité de ce qu'on appelle le troisième réveillon, parce qu'il y a le réveillon pour la oui. Noël, il y a le réveillon pour le jour de l'an, et puis là, on va encore festoyer, on va encore fêter, et l'année ne va réellement commencer qu'après ce troisième réveillon. Oui, oui, Alors, on commence d'abord par manger une entrée. Alors, l'entrée, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites saucisses qu'on a chez son boucher. Et la tradition dit qu'au départ, c'était le cadeau du boucher à ses clients, oui, qu'on ne les payait pas, hein, tout oui, oui. simplement, qu'on les recevait. Et Mhm. alors, ces saucisses qui servent donc, imaginons que ce sont ce qu'on appellerait des chipolatas en France, hein, des petites Oui, saucisses fines, grosses oui, comme le doigt en fait, hein, oui, que ces saucisses, en fait, on les cuisine à la poêle, on les rissole, et on les sert soit avec une compote de pommes, parce que nous sommes dans les régions du Nord,
où le sucré et le salé font toujours très bon ménage, soit une Mhm. compote de pommes, soit du chou cuisiné au gras, dit l'histoire. J'ai essayé de savoir si c'était du chou rouge ou du chou blanc, et je n'ai pas trouvé la réponse. Mais je penserais bien que ça puisse être du chou rouge, étant donné que nous avons une grande appétence pour le chou cuisiné avec du lard et de nouveau avec des pommes, un chou qui est un petit peu, avec un peu de vinaigre d'ailleurs, un chou qui est un petit peu, je dirais, euh, acidulé et épicé, hein. Donc ce ne Oui. serait pas étonnant. Enfin, on va en reparler après, mais Oui, ce même chou rouge, on va le retrouver dans la salade et ce tournésienne. chou rouge, on va le retrouver dans la salade après. Alors, c'est ça que Oui, je me dis, tiens, est-ce qu'on aurait pu servir au sein d'un même menu deux fois c'est du chou ça. rouge? Je n'en sais rien, mais Oui, ce ne serait pas étonnant. d'accord. Alors, il y a après le fameux lapin à la tournaisienne, qu'on Oui, appelle le lapin du lundi perdu. oui, Alors, c'était au départ un produit que les gens avaient parce qu'ils élevaient des lapins. C'était un produit qui n'était pas un produit cher, hein. Par contre, il était de bon ton de tuer le lapin quelques jours à l'avance et de l'exposer, je dirais, de le laisser, je dirais, mûrir, de le laisser se bonifier en l'exposant, en l'exposant publiquement devant sa maison, hein, oui, oui, pour bien montrer qu'on avait de quoi festoyer le fameux lundi en question. Alors, oui, on raconte même que les personnes, que les gens qui n'avaient pas les moyens attrapaient un chat, hein, pas leur mhm, chat évidemment, mais attrapaient un mhm, chat et exposaient le chat pour montrer qu'ils avaient aussi de quoi manger ce jour-là. mhm. D'où, et vous savez que la loi, en tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué, hein, quand on vend un lapin entier en Belgique, on est obligé de mettre la tête. Ah oui, On est obligé de mettre la tête, pourquoi? Parce qu'en mettant la tête, on reconnaît que c'est effectivement un du lapin et lapin non et pas non un pas du chat. chat, Oui, hein. Et je vous oui, oui. raconterai une anecdote ici. Je vous parle de quelque chose qui remonte à plusieurs décennies. Nous avions un vétérinaire qui un jour est allé dans un restaurant et on lui a servi du chat à la place du lapin. Alors il s'en est Ah, plaint et il a dit, écoutez, non, qu'il dit, je reconnais, bon, je suis vétérinaire, je reconnais l'animal. Il s'est rendu compte qu'on lui servait du chat en fonction de l'ossature de la bête. mhm, mhm. Et il a dit non, non, qu'il a dit là, bon, le restaurateur n'était peut-être pas fautif, on lui a peut-être vendu du chat à la place du lapin, mais il a dit non, non, ça, ce n'est pas du lapin, c'est du chat, parce que au niveau des clavicules, en tout cas, il avait reconnu que c'était donc du chat et pas du lapin. Oui. Donc, il y a du lapin qu'on cuisine aux prunes et aux raisins. Alors, je vais vous donner la recette, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que je ne donne pas la Ah recette à oui, tous nos auditeurs oh, quand même, hein. absolument. Alors, la première chose à faire, c'est de découper le lapin. Alors, si vous n'avez que des cuisses de lapin, c'est pas grave, mais en principe, c'est du Ouais, lapin entier. Alors, ouais. on lève les cuisses, on lève les pattes avant, donc on les sépare de la carcasse. On coupe le coffre en deux morceaux et on coupe le rable en trois morceaux, trois ou quatre morceaux. Pardon. Et un lapin, excusez-moi, un lapin est censé régaler six personnes au moins. Donc, Oui, on découpe le lapin. Première opération, on est censé fariner le lapin et ensuite le faire rissoler dans de la matière grasse. Traditionnellement, c'était du saindoux, mais on peut prendre du beurre, on peut prendre de l'huile, on peut prendre de la margarine. Donc, on rissole le lapin de manière à lui donner une belle coloration parce que c'est la coloration qui va déterminer ultérieurement le goût de la sauce du lapin. OK? oui, Parce qu'on ne ouais. va pas mettre de fond et des choses pareilles ou d'extrait de viande. C'est vraiment la coloration du lapin qui va donner les sucs de caramélisation qui vont être responsables du goût final. Du bon goût. Ensuite, on va retirer le lapin et dans la matière grasse dans laquelle on a rissolé, on va faire revenir des oignons qu'on a grossièrement coupés. Alors on les coupe, je dirais grossièrement, on va dire en cubes, en grosses brunoises. On ne les hache pas, on ne les émince pas, on pourrait les émincer, mais on les coupe en grosses brunoises. Alors pour un lapin, considérez qu'il vous faut deux, trois oignons selon leur taille. Ça va? On Très fait bien. revenir les oignons, on les colore très légèrement. On remet des morceaux de lapin dans la casserole. Et Ouais, alors là, il y a deux écoles. Soit on met déjà les pruneaux et les raisins, soit on les mettra un peu plus tard. De toute ouais. façon, ce sont des pruneaux à l'origine qui sont des pruneaux avec le noyau. Maintenant, on trouve plutôt des pruneaux dénoyautés. Et ce sont des raisins qu'on a fait gonfler dans un peu d'eau Oui, chaude, hein. oui, Alors, ouais. on ajoute les raisins, on ajoute les pruneaux, on mouille avec de l'eau. On pourrait dire, tiens, dans un pays comme la Belgique, on pourrait mouiller à la bière. C'est énormément de recettes de lapin à la bière. Oui, Ce n'est pas traditionnel. Pour une raison toute simple, c'est que c'est un plat de personnes pauvres qui festoyaient un jour donné
hum, et la bière était censée coûter cher. Donc, hum. on buvait la bière en mangeant le lapin, mais on ne mettait pas de bière pour cuisiner le lapin, on mouillait avec de Oui, l'eau. oui. On ajoute du thym et du laurier, on ajoute un petit peu de cassonade, donc c'est un sucre candi brun. J'ai été surpris qu'on ajoute de la cassonade. Oui, 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 mais on aime bien la cuisine Oui, sucrée-salée, hein, oui, oui, traditionnellement. Mais on n'en met pas beaucoup, hein. On en met oui. l'équivalent d'une cuillerée pour un lapin complet, hein. On n'en Une met bonne pas. cuillerée, j'ai vu quand Oui, même, une hein. bonne cuillerée, mais je veux dire qu'on ne met pas 500 grammes de cassonade non plus, Non, quoi, hein. non, 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 non. On Oui, donne un peu de douceur, hein, mais pas oui, plus. Et oui. alors, on met un filet de vinaigre également, qui va contrebalancer la sucrosité, qui va donner un petit Hum, peu ce hum. côté aigre doux finalement, hein, Mhm. raisonnable. Ensuite, on amène à ébullition, on couvre et puis on laisse mijoter. Alors, cuisson du lapin, généralement, il faut compter 1 heure, 1 heure quart, hein. On pourrait Hum. même dire que le lapin est toujours meilleur quand il a été réchauffé. C'est connu de Oui, tout le monde. oui. Le lapin fait partie de ces viandes qu'on peut cuisiner un jour et réchauffer le lendemain et qui gagne en goût et qui gagne je En dirais, parfum. en parfum. Voilà. Oui, oui, Donc, on cuit le absolument. lapin et alors on le sert toujours. C'est une obligation, je dirais quasiment euh, Religieuse. coulé dans le bronze, on le sert avec des pommes nature. Alors, pas Ouais. question de mettre des frites, pas question de mettre des croquettes de pommes de terre, des pommes dauphines, des pommes duchesse ou je ne sais quoi. Le lapin à la tournaisienne se mange avec des pommes vapeur ou des pommes nature, C'est ça, point à j'ai la vu que ligne. c'était très important. Pomme Oui, vapeur. oui, 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 oui. Il faut Oui, vraiment respecter, enfin, on n'est pas obligé, mais je vais dire que si on veut faire les oui, choses telles que initialement, et c'est une absolument. institution, on mange ça avec donc une pomme nature. Oui, oui, Alors, ça, c'est le plat principal. Et puis après, nous avons, je dirais, ce qu'on appellerait une sortie de menu. Ça se faisait très, très souvent anciennement, les sorties de menu. Pourquoi? C'était dans la structure ancienne des menus qu'on peut reprendre, hein. Euh, je dirais que le menu avait un peu la forme d'un tonnelet anciennement. Je m'explique. On avait des choses qui amenaient à manger le plat principal, et après le plat principal, on avait ce qu'on appelait des entremets ou des sorties, dans le sens où on ne terminait pas avec directement le dessert. On passait oui, par un autre plat, et dans oui, ce cas-ci, c'est une salade. Alors on pourrait dire, tiens, la salade, elle aurait pu se prendre en entrée. Ben non, puisqu'en entrée, c'était les saucisses. oui, Donc, cette fameuse salade tournaisienne, je vous en donne la base. Et puis vous verrez, j'en ai mangé une fois dans ma vie, c'est pas mauvais du tout, hein. Et puis vous verrez qu'en fait, il y a normalement, pour les puristes, on doit mettre 13 ingrédients dans la salade tournaisienne. oui, Alors, oui, cette salade tournaisienne, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient de la salade de blé. C'est une petite salade que vous connaissez, qu'on appelle la mâche ou la doucette. Il y a deux variétés de salade de blé, il y en a même trois, mais enfin, on va parler des deux principales. Vous avez la salade de blé courte et la salade de blé longue. Alors, moi, je préconise toujours de prendre la salade de blé courte parce qu'elle a une meilleure tenue. Alors, mhm, la salade de blé long, vous la reconnaîtrez, elle a des feuilles qui sont très étirées et qui sont plutôt mates et qui sont relativement fines et qui se flétrissent rapidement. Tandis que la oui, salade de blé courte, elle a des feuilles qui sont beaucoup plus arrondies, elle est beaucoup plus croquante sous la dent, elle est beaucoup plus épaisse et ses feuilles sont brillantes plutôt que mates. mhm. L'avantage, c'est que la salade de blé courte, la mâche courte donc, elle a une très très belle tenue dans le temps dans une salade, tandis que l'autre, Oui, elle va plutôt se flétrir sous oui, l'effet de la vinaigrette. Donc, oui, salade oui, de blé courte. Alors, il y a du chicon, donc l'endive de Bruxelles, hein, c'est oui, également un légume d'hiver extrêmement populaire absolument. chez nous. Oui, oui, Et vous avez le chou rouge. Alors, le chou rouge cru évidemment, mais eux préconisent un chou rouge qui était conservé au vinaigre. Alors, ah le oui, chou rouge au vinaigre, bon, c'est plutôt celui-là plutôt que le chou rouge cru qu'on va émincer, mais ce n'est pas grave à faire, hein. Une fois que vous avez émincé votre chou rouge, vous l'arrosez avec un mélange de moitié vinaigre d'alcool et moitié eau, vous faites bouillir, vous versez sur le chou, vous faites ça la veille et le lendemain, le chou est, je dirais, vinaigré et un petit peu confit par le vinaigre et par oui, le fait qu'il y avait oui, une cuisson de liquide bouillant sur le chou. Mais oui, on n'est pas obligé, on peut prendre du chou frais, évidemment, hein. oui, Alors, il y a des haricots blancs. Alors, j'ai trouvé oui, plusieurs haricots blancs, donc sous forme de haricots blancs cuisinés, hein, donc cuits, hein, donc des fèves de haricots blancs, hein, oui, pas le oui, haricot, pas le haricot entier, hein. Alors, j'ai oui, trouvé plusieurs explications. Soit un petit haricot blanc traditionnel, je dirais de taille tout à fait normale, soit les haricots de Soissons, qui sont originaires d'une ville qui n'est pas finalement trop trop loin de Tournai. On peut mettre les deux, hein. On pourrait mettre des mhm, petits haricots ou des gros. J'ai trouvé oui, des explications avec les gros haricots également. oui, Et oui, alors, il y a de la pomme. oui, Alors, de la pomme fruit, hein.
Oui, parce que de nouveau, il y a cette association de sucré et salé auquel nous sommes très, je dirais, très, très attachés. oui, Et alors, il y a de l'oignon. Et l'oignon est obligatoirement de l'oignon cuit, mais cuit d'une manière particulière. On oui, prend des oignons, soit des oignons jaunes, soit des oignons rouges, et on les met dans un four entier avec la peau. Je conseillerais simplement, c'est d'enlever très légèrement les petites radicelles donc de l'oignon oui, pour après avoir plus facile pour l'ouvrir. Mais oui, on met oui. l'oignon comme ça sur une platine au four, dans un four réglé entre 180 et 200 degrés. Et Mhm. on les y laisse pendant 30 à 40 minutes. Et il ne faut pas avoir peur que la peau de l'oignon roussisse, voire brûle. Oui, Hein, qu'elle devienne noire, c'est pas un problème. L'oignon doit simplement être cuit. Alors, comment fait-on pour tester la cuisson de l'oignon? On prend tout simplement un couteau, un petit couteau de cuisine effilé, on pique dans l'oignon et on sent bien s'il y a de la résistance ou pas. Et, idéalement, de nouveau, on doit utiliser l'oignon encore tiède quand on réalise la salade. Ça, c'est oui, normalement la chose. Maintenant, je vais vous dire un petit truc. Vous faites vos oignons à l'avance, vous les épluchez, vous les coupez en morceaux ou en lamelles et vous les repassez un peu au micro-ondes. Vous aurez le même oui, résultat. Hein. Entre oui, nous, oui, oui, faut pas oui, se casser trop la tête oui, à oui. faire des complications au dernier moment. Hein. Alors, ça, c'est la base. C'est la base de la salade. Mais Et vous puis, vous rendez il compte? y a de la barbe de capucin Ah, aussi. ah oui, mais justement, vous vous Ah, rendez ah, compte qu'avec ça, vous n'avez pas vos 13 ingrédients. Hein. eh oui, Donc, on va en rajouter. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute de la barbe de capucin, on rajoute du pissenlit. Alors, vous allez me dire, pissenlit et barbe de capucin, c'est très proche, c'est quasiment la oui. variante cultivée pour une variante sauvage, mais on rajoute les deux. Hein. Et Mhm. alors, il se fait qu'à Tournai, on trouve de la barbe de capucin spécialement au moment de l'épiphanie, parce que Oui, quasiment toutes les ménagères font la salade tournaisienne ou les restaurateurs. Donc, les maraîchers se fournissent en barbe de capucin et en pissenlit à cette occasion-là. oui, Alors, bon, barbe de capucin et pissenlit, de la betterave rouge cuite, évidemment, hein, aussi, oui, du oui, céleri rave cru, hein, donc de la racine de céleri rave. oui. Je suis en train de chercher qu'est-ce qu'il pouvait encore y avoir pour avoir nos 13 ingrédients. Euh, il y a le sel, le poivre, le vinaigre, l'huile, la moutarde. Je Ben, pense, je pense, on arrive à 13. je pense qu'au niveau des ingrédients, qu'on doit tout avoir. Il ne Oui, doit pas manquer grand-chose, mais d'après le document qu'on vous donnera, vous pourrez vérifier. Mais je pense qu'au niveau oui, des ingrédients solides, on a à peu près tout. oui, Et oui. alors, bon, ben, on réalise la salade au dernier moment et on l'accompagnait d'un plat qui s'appelle le musio. Alors, Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de la tête pressée, du fromage de tête, mais moulu ah fin. oui, ah Voilà. oui, ah oui, Oui, tout à fait. Alors, si on ne mettait pas ce fameux musio, on mettait aussi éventuellement du jambon, hein, un jambon blanc, hein, un jambon type jambon de Prague, jambon d'York, jambon de Paris, donc du jambon tout à fait traditionnel. Et c'est soit l'un, soit l'autre. Mais le plat, je dirais, de référence, c'est le fameux musio, qui est donc, comme je viens de vous l'expliquer, une tête pressée légèrement vinaigrée. Et ça terminait donc la partie qu'on va qualifier de salée du menu du lundi par juré. oui, Après ça, il y a la galette des rois, bien entendu, évidemment. qui permettait de continuer la fête. On Alors, mange, on ne mange pas de fromage là. il n'y a pas de fromage. Il n'y a pas de fromage parce qu'il faut D'accord. savoir qu'en Belgique, le fromage dans un repas, hein, en tant que constituant d'un repas, est une habitude relativement récente qui a une cinquantaine d'années en gros. Je ne dis pas Mhm. que ce n'était pas déjà le cas dans les familles peut-être de l'aristocratie, par exemple, hein, qui avait côtoyé peut-être un peu plus des familles françaises, etc. Mais pour ce qu'on Mhm. appellera le grand public, le fromage comme partie intégrante d'un menu, c'est quelque chose qui a une cinquantaine d'années, 50, D'accord, 60 d'accord, ans, pas plus. d'accord. Donc, il n'y a pas Ok, de fromage. ok. Alors, pour Alors, revenir à la salade tournaisienne, parce que, bon, on trouve évidemment non pas des absurdités, mais des hérésies, hein, pour les tournaisiens en tout cas. Il y a des choses qu'on ne met pas dedans. Pourtant, c'est tentant. On pourrait mettre oui, des cubes de fromage, mais on n'en met pas. On oui, pourrait mettre des noix, on n'en met pas. On oui, pourrait mettre des lardons, on n'en met pas. oui. Donc, c'est uniquement les éléments que j'ai cités préalablement. Hein. Mhm, mhm. Alors, la vinaigrette, une bonne vinaigrette, huile, l'huile, vinaigre, sel, poivre et un peu de moutarde, de type moutarde à l'ancienne, bien Ouais, relevée, qui assaisonne la salade au dernier moment. d'accord. Alors, la frangipane, je ne vais plus en parler. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a évidemment
tout un folklore au niveau de la tenue du repas. Alors, quelques mots sur ce folklore. Oui, On désigne un roi et une reine. On pourrait dire, tiens, ça se fait au moment où on va découper la galette et qu'on va désigner le roi et la reine. oui, Bon, or, il se fait que ça se désignera plutôt au début du repas. Alors, je ne sais pas exactement quelle est la manière dont on désigne le roi et la reine. En règle générale, on désigne comme roi et comme reine, comme roi en tout cas, une personne relativement âgée. Vous allez comprendre pourquoi. Quand traditionnellement la fève sert à désigner le roi du jour, on demandait à un enfant, en tout cas c'est la tradition, on demandait à un enfant de se cacher en dessous de la table. Il y avait quelqu'un qui au-dessus de la table découpait la galette et l'enfant disait à quelle personne on devait servir le morceau qu'on venait de découper. Mais ça peut tomber sur n'importe qui, évidemment, pas forcément sur la personne la plus âgée. Or, ici, généralement, on met à l'honneur quelqu'un qui est relativement âgé, mais aussi surtout quelqu'un qui a de l'argent. Il faut reconnaître, parce que le roi est celui qui régale et est celui qui abreuve. Donc, ouais, ouais. ça ne tombe pas par hasard que le roi soit n'importe qui. Ce n'est pas un ado de 15 ans qui n'a pas d'argent qui va être désigné roi en principe, hein. Oui, Donc, oui, on désigne d'abord un roi. Lequel roi va désigner sa reine, évidemment, hein. ouais, Et si ouais. c'est l'inverse, si on désigne d'abord une reine, elle va désigner son roi. Et ensuite, il y a toute une série de personnages qui vont graviter autour donc du couple royal. Vous avez un fou qui, lui, va être chargé de vérifier si tout ce que le roi décide est bien appliqué. Puis vous avez des échansons, puis vous avez un trésorier, un secrétaire, enfin, vous avez comme ça une cour d'une douzaine de personnes, et dans les documents qu'on vous transmettra, vous pourrez vous en rendre compte, Oui, une oui, douzaine de personnes qui vont graviter autour de la famille royale et qui vont finalement euh, faire le nécessaire pour que la soirée et la journée se passent bien. ouais, Alors, ouais. un des rituels, c'est par exemple que lorsque le roi lève son verre et boit, tout le monde doit lever son verre et boire. Et boire. Et tout le monde doit dire le roi boit également, hein. Donc, alors celui ou celle qui ne s'exécute pas, le fou, lui, il est armé d'un bouchon de liège qui est noirci à la flamme et il va mettre du noir sur la personne qui n'a pas exécuté ce que le roi a décidé, hein. Mm, mm, mm. Alors, comme c'est le roi qui décide de boire, c'est également le roi qui bien souvent amène les bouteilles et qui fait en tout cas le nécessaire pour que personne ne manque de boisson. Alors, autant dire qu'il y a intérêt à avoir une bonne descente en pente pour participer à ce genre de festin. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été invité à y aller et que je n'y suis pas allé Ah parce que je oui, me suis, ben oui, c'était hier ou avant-hier. Bon, je pouvais aller avec des Tournaisiens, hein, carrément des Tournaisiens, manger un menu conforme au folklore et à la tradition. à l'histoire, à la Mais tradition, comme oui. j'ai vu qu'il y avait des animations, je me suis dit, oui, ça sent le piège. Après, il faut reprendre sa voiture, il faut refaire les kilomètres dans l'autre sens. Et Oui, il se fait que la maréchaussée est encore sur ses gardes et que les contrôles routiers se prolongent jusqu'à la fin du mois de janvier. Alors, il n'y oui, a rien oui, de pire que d'aller à une soirée où on boit, je dirais, plus que de coutume, oui, mais oui, qu'en plus, on risque de se faire contrôler au retour. Donc, j'ai préféré décliner l'invitation. J'aimerais oui, quand même bien participer un jour à cette fameuse soirée du lundi par juré, mais en plus, je crains le bruit, et forcément, c'est sans doute le oui, genre de soirée où il y a énormément de bruit. Comme je oui, ça, connaissais un peu l'aéropage, je me suis dit, bon, là, c'est vraiment un peu risqué oui, oui, oui. de passer ce Évitons. genre de soirée. Mais par contre, je ne rechigne pas peut-être un jour à organiser moi-même ce genre de soirée chez moi Oui, voilà, euh, voilà. pour pouvoir justement festoyer. Et alors, je n'aurai que, je dirais, l'escalier à monter pour aller me coucher. Ce sera moins dangereux. Voilà donc toute une série de choses qui sont extrêmement suivies en Belgique. Dans la ville de Tournai, c'est clair que le lundi par juré, il paraît que plus de trois quarts des gens le fêtent et font le menu traditionnel, hein. Oui, 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 on voit ça dans les Oui. vidéos. J'étais Et en surpris. plus, on peut trouver, il y a un élevage de lapins pas trop loin, on peut trouver pendant le restant de l'année, dans certains restaurants, parce que j'ai mangé le lapin en question et la salade tournaisienne à une époque qui n'était pas du tout celle de l'épiphanie, c'était plutôt vers le mois d'avril, avril-mai par là. J'ai mangé donc dans un restaurant les plats en question. Bon, ça avait été réservé à l'avance, précieux qu'on les avait, hein, mais on peut Oui, trouver le lapin à la tournaisienne à d'autres moments que
le lundi de Oui, l'Épiphanie sans aucun c'est ça. problème. C'est ça, oui. Oui, oui, donc effectivement, il fallait avoir beaucoup de lapins. Ah oui, il faut avoir beaucoup de lapins. Alors, il y a un dicton qui dit, je vais le dire en français, non pas en picard, qui est le parler du coin. euh, Celui qui n'a pas de lapin n'a rien, en fait, hein. Ça Ouais, veut dire que ouais. celui qui n'a même pas un lapin pour ce jour-là, ben, c'est quelqu'un qui est dépourvu de tout. C'est un pauvre, hein, c'est Oui, 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 un oui. miséreux. Or, Ouais, je dirais qu'il fallait que chacun, et c'est un peu comme la poule au pot d'Henri IV, hein, oui, chaque paysan se devait d'avoir une poule au pot à mettre en cuisson tous les dimanches. le Eh dimanche, bien, oui. Ouais, tous les lundis par juré, il faut que chaque Tournaisien ait de quoi s'offrir un lapin à ouais. se mettre sous la dent, évidemment. Oui, oui. Mais j'ai vu aussi que la peau de lapin était ensuite utilisée par la Oui, maman pour faire pour faire des manteaux à des ses filles. manteaux aux Oui, oui, oui. filles. Ouais, ouais. Oui, les manteaux en peau de lapin, ça a eu un certain succès. En plus, vous aviez, comment dirais-je, moi, un tanneur qui passait récupérer les peaux de Oui, lapin et qui les oui, ramenait après tannage dans les familles, chacun la peau de son lapin finalement, hein. oui, 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 mais ça se faisait dans les campagnes. Étant gamin, je me rappelle le monsieur qui passait pour récupérer les peaux de lapin Oui, oui, oui. quand Et en j'étais. plus, les peaux de lapin étaient utilisées, je me demande si elles ne le sont pas encore pour une certaine chose, étaient utilisées après les avoir ébouillantées et les avoir fait bouillir un certain temps comme colle animale pour la menuiserie fine Ah, en ça, ébénisterie. d'accord, On, j'ignore. Ouais. on utilisait donc je dirais la colle de peau de lapin D'accord, comme colle à bois en fait. d'accord, d'accord, d'accord. Ok, oui, il Et faudra. comme on utilisait également à une époque la colle, donc les arêtes de poisson pour faire une colle pour les Oui, timbres-poste, hein. absolument, C'est ça que les absolument. timbres, quand on les léchait, ils avaient un mauvais goût parce que c'était au Ouais, départ oui. de la colle de poisson. Alors Et maintenant, la peau de oui, lapin était utilisée pour fabriquer de la colle également. oui, oui. Alors maintenant, les arêtes de poisson, je fais beaucoup rire mes amis. Maintenant, je la cuisine, l'arête de poisson, Oui. et je la sers joliment en assiette. Ils sont très surpris. Mais qu'est-ce que tu nous fais? Je dis, ben, goûtez l'arête du poisson. Si c'est un maquereau, il y a une très belle arête grillée au beurre, bien, bien jolie. C'est vraiment très, très bon. Et ça surprend dans l'assiette, ça fait une décoration qui est un peu étonnante. Et c'est sûr que vos amis seront épatés par votre idée et votre professionnalisme pour avoir bien préparé l'arête. Mais il y avait El Bulli, le fameux chef Oui, catalan oui, qui faisait la visite moléculaire, qui servait une barbe à papa avec de l'arête de poisson, hein. oui, oui, absolument. Bon, je ne sais pas si on mangeait l'arête ou pas, mais en tout cas, il avait créé ce plat-là à une époque. Oui, oui, oui. Moi, je l'utilise beaucoup. Ça fait beaucoup rire mes amis qui disent, non, tu vas pas nous faire manger des arêtes de poisson. Si, je vais vous faire manger des arêtes de poisson. Disons que Vous allez voir. ça dépend de l'arête et ça dépend du poisson, parce que Oui, certaines arêtes ne posent pas trop de problèmes. On va oui, prendre le cas des sardines, par exemple, hein. Bon, oui, les oui, arêtes oui. de sardines dans une boîte de conserve, ça ne Euh, pose aucun problème de Au les contraire, manger. c'est très bon. Il y a plein de bonnes choses dedans. Ça contient du calcium, il n'y a pas de Tout souci. à fait, tout à fait. Maintenant, des arêtes de turbo, évidemment, Oui, non, mais là, c'est d'accord, d'accord. un peu moins plaisant et c'est même Tout à fait. impossible à manger Oui, finalement, hein. oui, mais l'arrêt du maquereau, c'est une merveille. Oui, 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 oui. Tu as essayé, Guy, l'arrêt du Non, maquereau? non, je n'ai pas essayé. Eh J'ai bien, acheté du essaye. maquereau fumé tout à l'heure, mais il n'y avait pas les arêtes, il Ah, était d'accord. déjà Mais il faut acheter du désarrêté. maquereau. Oui, il faut acheter du maquereau frais. Oui, tout à fait. Ah, tu vois. Alors, Mais je bon. trouve du maquereau frais, mais sous forme déjà de filet. Enfin, je Ah, retrouve d'accord. quelquefois entier, hein, mais Oui, c'est souvent sous forme de filet déjà oui, oui. du Moi, poisson fileté. je l'achète entier, justement pour avoir l'arête. Donc, je lève les filets et après, je nettoie bien comme il faut mon arête. Je laisse la queue joliment et je les fais griocher au beurre à petite température pour que le beurre ne noircisse pas. Je Mhm. couvre et en fait, ça confie l'arête. Et quand elle est au bout de 30 minutes, 40 minutes, qu'elle est bien, bien grillée, on la sort. Le fait qu'elle va se refroidir, elle devient extrêmement friable. Et C'est ça. quand on met en bouche, ça croque. C'est une merveille.
Le tout, c'est de ne pas avoir une arête qui aille se ficher dans le fond de la gorge et qu'on ait du mal Ah, mais à oui, mais non, mais l'extirper. Mais là, je- elle est cuite, j'ai compris, elle est tout à fait cuite et elle tombe en voilà, voilà. poussière. Donc là, Oui, il n'y a pas de problème parce que quand tu mets en bouche, pouf, elle se craquelle complètement et ça explose en fait en bouche. c'est ça. Essayez, mesdames, messieurs, et vous nous direz. Bon, alors Guy, bah, écoute, c'était vraiment très intéressant, cette histoire de l'épiphanie, du lundi parjuré ou Du lundi, lundi perdu. du lundi perdu, oui, oui, et cette recette de lapin. Merci beaucoup, Guy. Donc, mesdames, messieurs, dites-nous ce que vous en pensez. Ça nous intéresse beaucoup de savoir. Et puis, je vous rappelle, juste après que nous allons terminer cet épisode, vous pouvez écouter en intégralité la recette chantée de la galette des rois par Sophie Martin-Autin-Guiraud et Zab, qui sont deux filles extraordinaires, qui sont deux amies. Eh bien, Guy, à la semaine prochaine. Mais à la semaine prochaine, Claude. Merci beaucoup, chers amis. À la semaine prochaine, donc. Pour la galette, il faut, je crois, faire de la pâte avec les doigts. Pour la galette, il faut, je crois, faire de la pâte avec les doigts. Allez, coule, 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 la farine, le sucre en poudre. Pour réussir la galette, il faut suivre la recette. Allez, coule, 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 la farine, le sucre en poudre. Pour réussir la galette, il faut suivre la recette. La farine, le sucre en poudre. Pour la pâte avec les doigts, un peu d'eau et on mélange. Et la galette c'est bien meilleur avec des amandes et du beurre. Et la galette c'est bien meilleur avec des amandes et du beurre. Allez, coule, 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 l'amande et le sucre en poudre. Casse un œuf avec tes doigts, un peu plus de beurre que ça. Allez, coule, 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 l'amande et le sucre en poudre. Casse un œuf avec tes doigts, un peu plus de beurre que ça. La farine, le sucre en poudre, les amandes et un œuf. Un peu plus de beurre que ça. Et on mélange. Dans la galette, on n'oublie pas de cacher la fève pour le roi. Dans la galette, on n'oublie pas de cacher la fève pour le roi. Allez, cache, cache, cache la fève et ne le dis pas. Quand on coupera la galette, sous la table tu te cacheras. Allez, cache, cache, cache la fève et ne le dis pas. Quand on coupera la galette, sous la table tu te cacheras. Je vais me cacher, je suis presque caché, je suis caché.